Être une femme et avoir une île dans sa vie. C'est le thème de cette 4e saison de Murmure, en partenariat avec la Fondation Carmignac et le Parc national de Port-Cros. Je suis allée à la rencontre de femmes qui entretiennent un lien particulier avec leur île. Elles sont artistes, productrices, scénaristes, gardiennes de la nature. Je leur ai demandé en quoi l'île travaille leur féminité, si l'île révèle, façonne les femmes qu'elles sont devenues. Bernard Pess les a photographiées. De cette collaboration sont nés des portraits sonores regroupés dans cette série intitulée Archipel, un archipel visuel et sonore qui révèle l'île en elle. Les témoignages que vous allez entendre explorent des territoires intimes tels que l'amour, le rapport au corps, au vivant, au sacré, la sauvagerie, la création, la liberté, le désir ou encore la sensualité. À travers la parole de ces femmes se pose une question qui nous concerne tous. En quoi les lieux nous constituent ? Comment les endroits où l'on a grandi, où l'on a fait notre vie, par hasard ou par nécessité, contribuent à construire notre identité ? Découvrez cette semaine le témoignage de Julie. Alors, je m'appelle Julie, j'ai 44 ans et je suis née en terre juralpine, sur une espèce d'immense plateau, le plateau lémanique. Donc, j'avais vraiment pas beaucoup d'horizons dans la ville où je vivais. Et en fait, je suis née dans une bourgade assez particulière, au milieu de la Genève calviniste, protestante, restrictive. Il y a eu une enclave sarde qui est née et qui est restée tout à fait authentique jusqu'aux années, je dirais, 2000. Et je suis née dans cette bourgade qui était une bourgade d'artisans, d'artistes, de bonimenteurs, de prostituées et d'énormément de bistrots. Il reste encore beaucoup de bistrots. Donc, enfant, j'ai évolué dans un monde un peu hors monde. Et vraiment, j'ai eu à cœur dès l'enfance de regarder les artisans, d'être sensible à tous ces gens qui travaillaient autrement et qui avaient choisi des vies un peu différentes. Ma mère, du coup, est une artisane, artiste, céramiste de formation. Et elle a créé un atelier qui marchait très très bien. Et ensuite, elle a transformé cet atelier en galerie d'art, centrée sur la céramique. Donc aussi, toute mon enfance a été tissée de 1001 rencontres de gens particuliers. Les céramistes, c'est une corporation. Ça veut dire on vit à travers les cuissons, à travers le feu, à travers la terre qui arrive à l'atelier. Et ça imprègne vraiment toute mon enfance. Dans la présence de cet élément, mais à excès, voilà, et la présence du feu. Et du côté de mon père, donc j'ai un père qui était enseignant, mais qui a fait d'abord une carrière de chimiste, spécialiste du nucléaire et fervent antinucléaire. Donc là aussi, teinté d'un esprit, je dirais, scientifique, vraiment où il m'a permis d'aimer les études, d'aimer avoir du savoir, de connaître mon environnement et d'apprendre à le protéger dès la plus tendre enfance. Et, une vie de voyage, tu m'as dit, non ? Oui, alors durant l'enfance, on avait aussi beaucoup de liberté, en fait. Alors on a voyagé d'abord pour les rivières, c'est-à-dire j'ai eu des parents qui faisaient beaucoup de canoë, donc j'ai passé beaucoup d'enfance au bord de l'eau. C'est très important aussi pour moi. Je pense que l'eau a amené déjà là une rêverie. Je les attendais, j'étais au bord de la rivière et du coup je partais dans mes rêves. Et puis ensuite des voyages à travers l'Europe, vraiment 4-5 voyages par an des fois. Donc vraiment beaucoup de bougeottes. Et je pense que chez moi ça a ouvert une curiosité. J'avais hésité à être ethnologue. Et puis non, en fait, j'ai choisi plutôt une voie artistique, mais qui mélange tout ça. Je pense que la voie artistique, elle m'a surtout offert la possibilité d'être multiple. Parce que quelle fonction tu exerces, Julie ? Alors, j'ai fait d'abord un bac en latin. Je voulais devenir botaniste. Et je me suis aperçue qu'en fait, ce que j'aimais, c'est dessiner des fleurs. Donc, j'ai fait les beaux-arts. J'ai moyennement aimé cette école, ce cursus. Il y avait beaucoup d'ego, il y avait beaucoup de puissance qui pour moi n'était pas au bon endroit. Donc j'étais jamais très à l'aise avec la représentation artistique. Mais j'ai rencontré là-bas un peintre qui m'a vraiment ouvert à la psychologie jungienne et qui va devenir une balise, vraiment un phare dans le reste de ma vie. Et du coup, j'ai jamais cessé de dessiner. Et cette voie artistique, comme j'ai pas voulu la choisir, je me suis très vite tournée vers l'enseignement. Donc à partir de mes 25 ans,
j'ai enseigné à des jeunes élèves, adolescents, entre 15 et 20 ans. Les arts visuels, on appelle comme ça en Suisse. Avec quelle représentation féminine tu as grandi ? Quels ont été pour toi tes modèles féminins ? Alors, je suis issue de 2 lignées paysannes. Donc, mes grands-mères et mes arrière-grands-mères sont plutôt des femmes quand même en abnégation. On sent qu'il y a du poids, que c'est lourd, que ce travail de la terre, être cultivatrice ou laboureuse, avec 10 ou 15 enfants. Est-ce qu'elles avaient beaucoup de liberté ? Je ne suis pas sûre. Il y a aussi des drames qui ont tissé mon histoire familiale. Du coup, je reste très sensible à toutes les questions transgénérationnelles. Je reviendrai sans doute dessus. Donc, de ces femmes, il y a ma mère qui est là, très, très puissante. Une femme vraiment indépendante, je dirais, qui a choisi... son travail prenait tout son temps, et il le prend encore beaucoup. Donc, vraiment une passionnée, engagée. Du coup, elle m'a laissé... comment dire ça ? Des ouvertures. Elle savait qu'elle ne pouvait pas être mère, peut-être comme on l'entend. Donc mon père avait aussi des grandes fonctions maternelles. Il s'est occupé de faire la cuisine, de me tresser les cheveux, de faire mes devoirs. Donc il avait pris ce parti-là d'être vraiment lui au ménage et elle dans un travail plutôt public. Et... La figure maternelle finalement, ton papa. Plus la figure maternelle, mon père, ouais. Et je me rappelle de certaines... les camarades de classe comprenaient pas, disaient mais quoi, ton père il passe l'aspirateur, mais c'est quoi, c'est les nouveaux hommes quoi. Et en fait je crois qu'il avait beaucoup de joie d'être dans cette fonction là. Et puis j'ai beaucoup eu la liberté d'aller vivre avec d'autres personnes, donc mes parents ont encouragé ça. Notamment ils m'ont laissé passer des vacances avec une femme qui a été vraiment une figure tutélaire, une arcane je veux dire de mon enfance. Une femme de montagne, chez qui j'ai passé beaucoup de temps et qui m'a ouvert, je dirais, à toutes les questions spirituelles avant l'heure. Elle était elle-même en quête de spiritualité, dans des années où la spiritualité n'était pas très en vogue. D'accord ? On resitue ça au début des années 80, c'est les années SIDA, c'est des années quand même où il y a beaucoup, beaucoup d'argent dans le monde, on prend pas soin du monde. Et elle, je pense que son regard m'a permis dès l'enfance d'être en connexion avec une nature spirituelle, intérieure à chaque femme, évidemment. Et puis, elle m'a menée dans des rituels, elle m'a menée dans la forêt. On passait beaucoup de temps en silence aussi, et je pense que elle m'a amené beaucoup d'apaisement dans une enfance plutôt chamboulée, on va dire. Une enfance plutôt chamboulée. Une enfance chamboulée avec certains drames familiaux, des silences ou des hontes. Et on est aussi dans des années où, même si y a Dolto, c'est pas évident pour tout le monde qu'il faut s'occuper d'un enfant. Ou de quoi l'enfant a-t-il besoin, ou comment dire à l'enfant quand c'est si dur à dire, suivant ce qui s'est tramé dans le milieu familial. Donc... moi, dès l'enfance, je pense que j'ai trouvé, à travers ces différents modèles qui m'ont été donnés, une forme d'équilibre et surtout une possibilité d'être plusieurs femmes à la fois, plusieurs filles à la fois, plusieurs personnes à la fois, plusieurs mondes à la fois. Mais on va voir ça ensemble, parce qu'en effet, tu incarnes bien cette diversité du féminin. Julie, à quel moment et dans quelles circonstances l'île de Porquerolles entre dans ta vie ? J'ai quand même passé une bonne part de mon enfance sur des îles et aimé beaucoup d'îles avant. Il y a toute une structure insulaire qui a fait que j'ai l'impression qu'elle se trame depuis le début de ma vie. C'est quand on rencontre un lieu, il est là peut-être bien avant la rencontre. Et je me posais la question, est-ce qu'il y a des lieux qui nous sont prédestinés ? Comment la vie va s'arranger pour qu'on se retrouve dans un lieu précis ? Alors... Dans ma vie, en fait, j'avais entendu parler de Porquerolles vaguement, je crois, par mes parents, mais sans m'y intéresser vraiment. Elle me paraissait un peu proche. Et puis, je suis devenue mère à 26 ans d'un petit garçon qui a été malade, qui a eu un cancer, tout bébé. Et du coup, on avait un suivi médical qui nous interdisait de partir trop loin. Donc, par exemple, la première année, on ne devait pas être à plus de 150 km, 250 km. Au fur et à mesure des années de guérison, de rémission, le champ s'élargissait. Et du coup, moi, j'avais mon petit compas et je faisais des cercles sur les cartes. Et puis, un jour, le cercle a traversé l'île. Je me suis dit, tiens, on va y aller.
Hasard complet. Hasard complet, puis en même temps, j'avais bien aimé sa forme. je suis quelqu'un de visuel, j'ai aimé tout d'un coup cette forme comme ça, et je me disais, on dirait une sorte de coupelle, un réceptacle. Est-ce que tu te souviens de ta première venue sur l'île, ce que tu as ressenti la première fois que tu as posé le pied ici? Je fais un soupir, donc c'est peut-être le soupir que j'ai senti en arrivant. En fait, c'est comme si je la connaissais depuis toujours. Et j'avais un autre petit garçon qui était né entre-temps, que j'allaitais encore, je le portais sur mon ventre. Et je me suis mise à marcher, c'était l'aube, c'était un petit enfant qui dormait pas très bien. Et je marchais dans les oliviers, très particulier comme sensation. C'est comme si tout d'un coup il y avait un silence, comme si tout d'un coup il y a quelque chose qui s'ouvre et qui ne m'appartient plus et qui me dit bienvenue. Est-ce que c'est la sensation de la vie même? C'est très mystérieux, mais j'étais vraiment, je dirais... T'étais dans quel état d'esprit quand t'étais là? Je suis arrivée épuisée sur cette île, fracassée comme on peut l'être en tant que jeune mère qui vient de vivre la maladie d'un enfant. Vraiment comme si cette maladie avait ouvert une faille tellement profonde dans mes croyances, dans mon envie de fonder une famille, Enfin, je voulais être normale, quoi. Je voulais juste être normale. Et puis, voilà, j'arrive comme ça, on va dire, cassée, plutôt fragilisée. Et l'île me susurre, vraiment comme ça, comme un léger vent. Bienvenue, mais bienvenue telle que tu es. Et cette sensation, en fait, je pense que je la retrouve à chaque fois. Dans ce lieu, je t'accueille. J'aimerais juste citer ce que tu m'as dit en amont de l'entretien. Tu m'as dit, elle m'a permis d'arriver, de me sentir vivante avec mes ors et mes ombres. C'est là où je dis le bienvenu, c'est que c'était tout entière. Ouais. C'était, y a pas, on est dans un monde rapide. Quand on a des deuils, il faut toujours aller très rapidement dans notre monde. Et tout d'un coup, ici, c'est un autre temps. C'est comme si le temps n'a plus de limite, donc j'ai le droit d'être au plus profond de mes ombres. Et en même temps, il y a la lumière tout autour, la beauté de cette île qui vient rehausser tous les ors. C'est un dialogue. Elle a été, tu m'as dit aussi, comme une compagne, comme une sœur, mais pas uniquement dans la bienveillance. Moi, je serais toujours une étrangère sur cette terre. Je n'y suis pas née. Donc, j'ai aussi un rapport, une forme de pudeur. Je dois apprendre à la connaître. Et je trouve que l'île, elle a été très confrontante intérieurement, en étant toujours très douce. Donc, cette sorte d'ambivalence de l'île. Et j'aime à dire qu'elle a cette douceur abrasive. Ça veut dire qu'elle me confronte à des questionnements, elle me confronte à un isolement, tout en me permettant d'aller à l'intérieur. Il y a toujours ce double mouvement, je trouve, ici, qui du coup, moi, m'apporte de l'apaisement. Je l'associerais, je dirais, maintenant, à une forme poétique comme un haïku. Elle est extrêmement simple, directe, intense, et elle met à nu. Elle dépouille, elle désencombre. Et c'est là où elle est confrontante. Après, j'y suis aussi venue longtemps seule, à des grands moments seule. Donc, c'était l'île de l'introspection, d'aller voir quel type d'humaine je suis, quel type de femme je suis, quel type de mère je suis. Et je la remercie. Elle m'a permis vraiment d'aller au contact de mes profondeurs. L'île est un lieu directement associé à tes maternités. Est-ce qu'elle t'a appris une certaine façon d'être mère? Est-ce qu'elle t'a permis de vivre ta maternité d'une autre façon que si elle n'était pas entrée dans ta vie à ce moment-là? Clairement. Elle a apporté un immense souffle dans ma maternité, souffle de liberté. Je pense que j'ai délégué à l'île une part de ma maternité, pour la douceur, pour la chaleur, pour le fait que les enfants pouvaient prendre leur vélo et être libres sur des sentiers. J'ai toujours eu confiance en l'île. Oui, je lui ai donné une grande part d'élever mes enfants autrement. C'est très beau. Une mère à tes côtés? Une mère, une compagne, et mes enfants l'aiment tout autant aujourd'hui. Je pense qu'il a... Vraiment, c'est une terre qu'ils adorent, quoi, et où ils aiment revenir toutes les saisons. Il n'y a pas que l'été. Je pense qu'elle m'a permis aussi d'aller dans un corps maternel avec beaucoup de douceur. Je me rappelle avoir allaité sous des chênes lièges et d'être complètement dans une espèce d'image mystique, je dirais, de la maternité, et de pouvoir allaiter dehors
au son des cigales ou des hirondelles. Waouh, quelle splendeur! On marche pieds nus ici, on laisse la peau se faire brûler par le soleil, la douceur du climat permet de vivre moins vêtu qu'ailleurs. Est-ce que l'île favorise selon toi une acceptation, l'expression d'un corps plus libre, une forme d'émancipation du corps, moins corseté par les codes vestimentaires de la ville et plus globalement de la société? Et est-ce que l'île a pu jouer ou joue encore un rôle dans le rapport que tu entretiens avec ton corps, et si oui, à quel niveau? Je pense que ce que j'ai trouvé là, c'est vraiment un rapport au corps, je veux dire au corps intérieur. Je vais m'expliquer. Durant mon enfance, j'ai grandi avec beaucoup de méfiance des adultes, de la société. Je trouvais que tout était extrêmement mensonger, violent. Et moi, ce que j'aimais, c'est être nu-pied. Je voulais pas mettre de chaussures. Mais même en hiver, tout ça m'ennuyait. Je voulais avoir une sorte de liberté, d'expansion de mon corps, avec très peu de vêtements. Cette expansion, je l'ai cherchée de plein de manières après, hein, je vois. Et peut-être la première manière que j'ai cherchée, c'est dans le dessin. Pour moi, le dessin amenait une concentration physique, aussi une immobilité physique qui me permettait d'être comme sur une île poétique. Et du coup, cette île intérieure, ça procure une sensation à mon corps qui est comme s'il avait plus tellement de barrières, comme s'il ouvrait en fait une sorte de porosité qui fait que le monde me pénètre, je pénètre le monde, il n'y a plus vraiment de frontières. Et du coup, cette forme de corps, je l'ai trouvée en dessinant, en créant par la suite diverses choses. Et puis, à Porquerolles, je pense que c'est ça que j'ai ressenti et retrouvé. Ce corps en même temps qui vient de l'enfance, vraiment un corps libre, suave, vivant, nu. Et puis, j'entends que ça t'a ramené à ton corps d'enfant et une hyper conscience de ta place dans le monde, en fait. Voilà, c'est ça. Donc il y avait comme ce double mouvement du corps. Le corps de l'enfance qui nous accompagne toute notre vie. Et puis, comment étendre cette liberté de corps. Alors je l'ai retrouvé là. Je peux marcher à nu-pied, je peux me baigner nu. Je peux être nue, évidemment, un peu en cachette à certains moments. J'ai trouvé des grottes, j'ai trouvé des calanques. Et ça m'a ramené vraiment un grand apaisement. Le corps quitte, je dirais, toutes ces crispations de la ville, quitte ses vêtements, quitte sa soi-disant importance. Il y a quelque chose ici, c'est comme si je devenais, j'ai dit poreux, mais c'est aussi une sorte de vacuité. L'île, elle m'amène une vacuité et une sauvagerie, je vais dire, joyeuse, poétique, et quelque chose qui est un corps infini. Voilà. Ici, j'ai un corps qui n'est plus de fin. C'est très très beau, c'est magnifique. Il y a un peu ce double mouvement en fait d'expansion et d'intériorité extrêmement profonde, infinie. Enfin, il y a ce double mouvement. Ça me fait penser du coup à une phrase de Maëlys de Kerangal qu'elle a écrite dans un petit texte sur les îles. Elle dit « Les îles nous changent, elles nous métamorphosent. À peine a-t-on accosté au rivage qu'elles reconfigurent nos coordonnées géodésiques intimes et font surgir un centre vulnérable, ce centre enfoui que l'on avait perdu. » Est-ce que ça te parle ? Tellement, c'est le centre de la vie dont elle parle. Et pour moi, l'île, elle procure en moi cette immense prière. Quand je dis prière, c'est qu'il y a quelque chose de complètement ouvert, prière ou poème. Elle active ce poème en mouvement que j'ai choisi d'être, j'ai envie de dire comme ça. Elle me ramène au mouvement, mais un mouvement essentiel que je retrouve aussi par la marche. Et ce que je trouve très beau, c'est que de réitérer notre venue dans l'île, c'est ça, moi, qui m'a, je dirais, amené encore plus de magie. Dans le mot réitération, il y a le mot iter qui veut dire chemin. Et je vois maintenant que j'ai besoin de ce chemin de l'île, de ces sentes. C'est comme si intimement, on avait créé une forme de dialogue, mais qui est vraiment intime et qui est vraiment quelque part pudique. Je n'irai pas plus loin dans comment j'en parle, mais... En même temps, si tu permets, Julie, tu n'iras pas plus loin, mais en échangeant en amont de cet entretien, tu me parlais d'une forme d'extase physique. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu voulais dire ? Alors oui, je trouve qu'ici, en tout cas moi, j'ai ressenti dès le démarrage, dans cette réitération, dans ces chemins, en fait, je refais toujours les mêmes chemins, et du coup, mon corps, il retrouve tout de suite cette empreinte.
de suavité, de porosité. Évidemment, en tant qu'humaine, j'y ai vécu des aventures physiques, comme l'allaitement, qui est une sensation très particulière dont on parle assez peu. Et évidemment, j'y ai vécu des amours en plein air, des amours sauvages, des amours sous des oliviers, sous la voûte céleste. Donc elle porte aussi cette empreinte amoureuse, de corps amoureux, de corps passionné. La pudeur dont je parlais avant, elle est beaucoup plus intérieure. Mm-hmm. Je pense qu'il y a 2 dialogues aussi avec l'île. Ce corps physique est bien vivant. Quelle beauté d'avoir pu faire l'amour sous les oliviers et sous les étoiles filantes. Voilà, je me suis sentie très accueillie aussi par cette terre-là. Mm-hmm. Et du coup, la pudeur plus intérieure, c'est ça. Et la pudeur plus intérieure, enfin vraiment, on a ces 2 corps toujours, qui sont en double mouvement dans nos vies. Mm. Et je sens qu'il commence à émerger. Maintenant, on commence à avoir un dialogue, les 2. Je sais où aller, dans quel lieu me rendre sur l'île pour direct retrouver ce dialogue, je dirais, poétique et en mouvement. On est en plein cœur, mais tu m'as dit également qu'à force de revenir sur l'île, elle devenait une chapelle. L'île a ses chemins de croix et ses autels. En quoi l'île revêt un caractère presque sacré pour toi ? Je pense, c'est déjà lié à la marche. Comme j'ai beaucoup marché ici, il y a vraiment une connivence avec des sentiers, des passages, des raccourcis, un arbre, un caillou. Et moi, j'ai été élevée sans concession particulière, mais j'ai toujours été intéressée à la question du divin, du subtil, du grand mystère, appelons-le comme on veut. Et du coup, l'île, elle est devenue, je pense, pour moi, dans ma vie, vraiment centrale, comme je retournerais dans un lieu sacré. Mm-hmm. Et je l'appelle, c'est une chapelle grandeur nature, avec ses chemins de croix, qui peuvent être très difficiles, et ses autels, dans différentes criques, à différents endroits. Je peine à y mettre une figure au niveau spirituel, même peut-être que je m'en méfie. Mm-hmm. Mais du coup, quand il s'agit d'une île, voilà, pour moi, elle est ce sanctuaire dans lequel je peux revenir et me déposer, laisser infuser ce que je veux plus. Pour revenir peut-être à des représentations plus concrètes, tu m'as parlé de ton envie petite de collecter des talismans. Tu peux nous parler peut-être d'un talisman qui te tient particulièrement à cœur, qui est l'ormeau ? Du coup, comme je disais, j'ai quand même passé une grande part de mon enfance dehors. L'été, on a beaucoup été à la mer, on a fait beaucoup d'îles, plutôt voilà, dans les Baléares. Je pense qu'à partir de l'âge de 3 ans, j'avais la grande quête du trésor. Je suis toujours quelqu'un qui ramasse 1001 trésors. Ça peut être une feuille, ça peut être une plume, ça peut être je sais pas, un lichen, une algue. Tout me parle. En fait, j'ai vraiment un dialogue intime avec les éléments. Et j'ai choisi peut-être à un certain moment de ma vie de ne jamais quitter ce dialogue-là. Comme une résistance, je dirais, poétique. Quotidienne. Quotidienne. Vraiment, je le fais au quotidien. Et c'est ce rapport en même temps ludique et excessivement sérieux que j'ai avec les éléments. On en parlera, on va parler des rituels ensuite. Voilà, j'aimerais mais le premier rituel, il naît là. Il naît dans l'enfance, à ramasser des choses, parce que la nature me les offre. En fait, j'ai l'impression qu'elle me donne tellement, et c'est des trésors. Et parmi ces trésors, il y a la mer. J'ai jamais eu peur de la mer. Je me suis toujours sentie protégée par le peuple de la mer. Après, je suis de la génération Grand Bleu, ce qui aide peut-être dans les représentations, on va dire, de l'enfance. Et je partais en quête d'un petit coquillage qui s'appelle l'ormeau, mais que j'appelais pas du tout l'ormeau. Quand j'étais enfant, on l'appelait oreille de Vénus. Donc tout l'enjeu, c'était de plonger des heures et d'en ramener pour en faire des colliers. Mais d'où ça te venait ? Je pense qu'on le faisait avec mon père. Au début, ça a été un jeu d'aller chercher les ormeaux. Quand on est sous l'eau, tout d'un coup, il brille. Tout d'un coup, il lance une étincelle comme ça. Donc moi, je le reliais, je sais pas, carrément une force magique. J'aimais sa forme d'oreille, extrêmement précieuse. Et j'aimais déjà, enfant, le côté double face de l'ormeau, comme nous-mêmes. C'est-à-dire une face qui est plutôt terne, sombre, qui peut avoir quelques reliefs plutôt escarpés, et puis l'intérieur qui est vraiment comme un trésor caché à l'intérieur de chacun de nous. La douceur abrasive. Donc, la douceur abrasive. On y revient. Mais voilà, moi je les appelais du coup oreilles de Vénus, et c'était cette quête. Du coup, ça m'a mis en lien évidemment avec des femmes qui sont chercheuses d'ormeaux au Japon, les Hama.
Au Japon, il y a énormément d'ormeaux sur les plages, ils les mangent. Donc vraiment, je dirais que c'est presque le talisman de ma vie entière. Jusqu'au point où je les ai fait couler et mouler dans de l'argent, et où chacun de mes enfants et de mes parents a un petit ormeau autour du cou. On est le clan de l'ormeau, on est le clan de l'oreille. Mais j'aime aussi les voir comme une écoute de nos féminités, cette oreille de Vénus. Déesse du désir. Déesse du désir, la grande déesse du désir. J'aime les relier à la lune. J'ai aussi des fois plongé de nuit et on les voyait s'il y avait le reflet de la lune. Mais alors, du coup, la quête de l'ormeau, est-ce que c'est pas finalement une métaphore de la recherche du désir de vie, ou je vais un petit peu loin? Non, pas du tout. Je pense que je suis comme ça, et puis que j'aurais été dans des terres différentes. Je sais pas, j'aurais été natif d'Amérique du Nord, par exemple. L'ormeau est très présent aussi chez eux. C'est un coquillage sacré. Peut-être que nous, on a perdu ce regard au fur et à mesure, je sais pas, de notre trop plein de consommation. Un ormeau, c'est absolument magnifique, mais qui a fait un ormeau? je rigole, mais je rigole à moitié. Je suis vraiment chaque fois subjuguée. Et maintenant, je sais aussi que les poulpes adorent les ormeaux et les placent devant la tanière où ils sont pour attirer les poissons. Donc quelque part, cette mémoire de la mer, j'aime l'avoir tout proche de mon cœur. T'en as trouvé à Porquerolles ou... Oui, j'en ai trouvé beaucoup à Porquerolles. On les trouve soit dans les laisses de mer, donc ça c'était plutôt avec les enfants, on s'amusait à gratter, chercher. Et j'en ai trouvé aussi beaucoup vers le Langoustier, où la mer brasse pas mal. Mais c'est une quête symbolique, mais qui me tient vraiment à cœur. Clarissa Pinkola Estés, qui est psychanalyste et conteuse et qui a notamment écrit Femmes qui courent avec les loups, explique justement dans cet ouvrage que le temps est venu pour les femmes de retrouver leur instinct naturel fondamental, créatrice et noblement sauvage, comme les loups. Est-ce qu'il y a quelque chose dans sa pensée et ses contes qui te parle directement et pourrait parler à nos auditeurs? Clarissa Pinkola Estés, elle a fait un travail vraiment assez incroyable. Son livre est sorti, si je ne me trompe pas, dans les années 90. Et c'est une révolution encore maintenant. Vraiment, je pense que chaque femme est amenée à retrouver cette femme sauvage. Mais non, on entend beaucoup ces termes. Qu'est-ce que ça veut dire être une femme sauvage? Qu'est-ce que ça veut dire être proche de soi? Chacune aura sa définition. Moi, je sais que Pinkola Estés, elle m'a permis de rencontrer des archétypes féminins. Elle les cite, elle a à chaque fois donné un conte, donc aussi un retour à l'histoire, comment je trace mon histoire de femme avec mes lignées, mais aussi la femme que j'ai envie d'être. Donc pour moi, elle a été vraiment à l'adolescence c'était l'explosion. J'avais le droit d'être toutes ces femmes-là. C'est ça que j'aurais envie de partager avec les auditrices. Et si elles se lancent dans la lecture, c'est un pavé que je n'ai jamais lu de manière continue. J'ai lu chaque fois des bouts, des fois j'ai tiré un conte, j'y reviens, il est souligné, la reliure est cassée. Mais c'est une Bible, et c'est vraiment une Bible pour toute femme qui aurait envie d'aller à sa découverte. Et cette femme sauvage, en tout cas chez moi, elle s'est dessinée depuis l'enfance. L'enfance, c'est vraiment pour moi mon principe de résistance, mon principe poétique, d'être une femme en mouvement, d'être une femme à pieds nus, d'être une femme des fois avec les cheveux dans le vent. J'ai très peu changé. En fait, depuis mon enfance, j'ai l'impression que j'ai vraiment essayé de garder au plus proche cette femme, et Porquerolles m'a beaucoup aidée à la retrouver et à me remettre dans l'empreinte de cette femme ouverte, sauvage. Est-ce que je suis libre? Je sais pas, j'ai encore du travail. Mais voilà, une femme comment je pourrais dire, en autonomie, en indépendance, en résilience aussi. Et ce livre, je pense, nous aide à trouver nos cheminements à travers nos histoires. Tu as évoqué ton passage de l'enfance à ta vie de femme, qui est tout simplement l'arrivée des menstruations dans la vie d'une jeune fille. On sait que les rituels font partie aujourd'hui de ta vie. Est-ce que c'est indiscret de nous raconter comment tu as vécu cet épisode de ta vie ? Alors je vais raconter cet épisode de ma vie, puisque je pense qu'il est aussi un centre... c'est le printemps, quoi. C'est la fin du printemps de la vie. Non, mais c'est la fin du printemps de quand on est enfant, c'est le printemps. Et puis peut-être avec l'entrée dans les menstruations, il y a l'été qui arrive. Et du coup, c'était en plein été. C'était le 14 juillet. Et je me trouvais en montagne avec justement cette femme avec qui j'ai passé beaucoup de temps. Agapé. Agapé. Je ne sais pas si on avait dit son prénom tout à l'heure. Je suis pas sûre.
Agapé, c'est quand même un sacré prénom. Hein. Agapé, c'est le 3e niveau de l'amour, l'amour divin dans la langue grecque. Tout est dit. Tout est dit. Et du coup, voilà, je me réveille le matin et je vois que j'ai du sang. T'es jeune, hein? Je suis assez jeune, ouais, j'ai 11 ans et demi. En même temps, je suis très interloquée et puis en même temps, je vois son sourire. Elle me souhaite la bienvenue dans le monde des femmes. Donc aucune crainte, vraiment quelque chose qui est magnifique. Elle me vêtit d'une robe, c'est une robe un peu champêtre, comme ça, blanche. Et on part près du ruisseau qui était juste à côté de sa maison. Donc il faut imaginer un tout petit torrent de montagne bien gelé. Et du coup, elle me fait entrer dans le torrent et elle me baptise, elle me baptise femme avec l'eau de ce torrent. Sur le moment, je l'ai vécu comme ça, je savais qu'elle était particulière, on faisait des tas de choses, pour elle, Dieu était une fraise des bois, enfin, elle avait un côté comme ça très conteuse, fantasque, mais en y repensant, je pense qu'elle m'a permis, en fait, d'aller au plus proche, voilà, de cette poésie du corps, d'être accueillie en tant que femme, et de pouvoir vivre mes cycles avec beaucoup de... J'allais dire joie, mais oui, je crois que j'ai vécu mes cycles avec beaucoup de joie. De légèreté aussi, peut-être, ou pas? De circularité, de légèreté, mais aussi de sacré. Alors, on en parle beaucoup plus maintenant. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont dites autour des menstruations. Mais c'est quelque chose qui m'a tenue à cœur et que j'ai joie de transmettre. Cette année, j'ai créé des cours pour les jeunes filles, pour les ramener à leur corps, au sacré de leur corps et à leur cyclicité qui est juste incroyable. Je pense que c'est vraiment une de nos grandes puissances en tant que femme, d'aller au plus proche de nous par nos cycles. Et moi, ça m'a permis de faire des rencontres absolument incroyables tout au long de ma vie, avec la lune notamment. Je me sens très très proche de la question lunaire, de mes cycles, de mes marées. Donc il y a tout un vocabulaire aussi qui peut se tisser. Est-ce que c'est aussi l'introduction pour toi des rituels dans ta vie? Et est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui des éco-rituels et comment ils font partie de ton quotidien, en fait? Alors, je crois qu'ils font partie de mon quotidien. Alors, de nouveau, maintenant, c'est des mots qu'on utilise beaucoup. La question du rituel, elle était peut-être moins présente avant. Je suis sensible à toute la question d'appropriation culturelle qui est vraiment, vraiment très violente, je trouve, aujourd'hui. On parle beaucoup d'être sorcière, d'être une chamane, d'être... Moi, je crois que je suis avant tout une petite fille de paysan. et aussi une fille qui a pu bénéficier d'une instruction, donc de mieux comprendre ma place dans le monde et de mieux le regarder. Pour moi, le rituel, il se situe dans une rencontre intime avec ce qui m'entoure, avec le paysage. Et je vais pouvoir, grâce à ce paysage, ouvrir un dialogue sacré avec la terre qui est proche de moi. Donc je peux faire des rituels partout. Je peux faire un rituel dans la rue, je peux faire un rituel évidemment au bord de la mer. Il y a évidemment des endroits qui s'y prêtent plus. Concrètement, Julie, pour que nos auditeurs comprennent, tu es toujours accompagnée d'un petit sac dans lequel tu vas collecter des choses. Voilà, en fait, je marche. Sans savoir. Je marche et quand je commence à marcher, j'entre, je pense, dans une marche contemplative. C'est-à-dire même, j'ai l'impression que il y a mes battements de cœur qui changent. Enfin, j'entre dans une contemplation. On va dire ça comme ça. Et que cette contemplation va m'amener à repérer des petits éléments au sol. Ça vient aussi de l'enfance, hein. Mais je peux trouver une branche d'eucalyptus quand je suis ici, une écorce, une fleur qui est tombée, des fleurs de bougainvillier qui roulent sur le sol. Donc je vais vraiment être en connexion avec tous ces éléments. Et j'ai une petite besace, j'ai un petit sac, je le remplis. Et puis tout d'un coup, je sens que c'est bon. Je me dis, là, je dois être en train de célébrer le vent. Je crois que je vais faire une célébration pour le vent. Donc je vais me trouver un coin, je vais m'installer. Il n'y a rien de prémédité. Il n'y a rien de prémédité, ça veut dire c'est vraiment ce dialogue poétique en mouvement. Ça c'est pour les célébrations, donc je fais depuis l'enfance où je vais trouver un caillou, j'ai envie de le célébrer. Ou je me rappelle une fois, là j'avais trouvé beaucoup d'eau, je pense des os d'oiseaux. Et du coup j'ai fait un cercle d'os et je me disais, là je pense à tous ceux qui sont partis, à tous ceux qui sont dans l'autre monde, et je les célèbre de cette façon-là. Maintenant, ça c'est pour les rituels, je dirais, qui tissent mon quotidien et que je n'ai jamais abandonné. Je sais que des fois, les gens trouvaient ridicule que je ramasse des coquillages.
je suis contente d'avoir eu la ténacité de le faire, puisque c'est maintenant, je dirais, le cœur de ma spiritualité vivante. Après, je commence aussi à créer des rituels pour des gens ou co-créer avec certaines demandes. Donc, on peut faire des rituels ou des célébrations pour des enterrements. Donc, ça, j'en ai fait. On choisit le lieu, on va construire avec la personne, on fait un hôtel avec ce qu'on trouve dans la nature. Donc, il y a aussi très peu de choses qui vont être apportées de l'extérieur. On co-crée avec ce qui est là. Le vivant est tellement immense et tellement infini que j'aime avoir cette contemplation, ces marches qui vont créer des espaces après de rituels. C'est ma santé mentale qui est aussi en jeu, parce que je me relie chaque fois à des choses extrêmement simples et qui sont tellement belles et qu'on a tellement oubliées dans notre quête, je dirais, effrénée. Je pourrais faire une célébration du vent juste en étant assise et en laissant le vent me traverser. Et c'est ma manière d'être vivante. Voilà. On sent vraiment que tu as un rapport particulier au monde, au vivant, que tu as grandi à son contact, tu as appris à vivre avec, à l'apprivoiser. Aujourd'hui, tu composes avec ses bienfaits, sa rudesse aussi, certainement parfois. Comment tu qualifierais ton rapport au monde et au vivant, à la flore, à la faune, et ton rapport aux éléments aussi, simplement? Du coup, moi, j'ai un rapport au monde, je veux dire, ambigu. En même temps, je suis au cœur du monde avec mon travail et la communauté adolescente qui est bien confrontante, qui pose beaucoup de questions actuellement. J'ai toujours aimé l'adolescence parce que pour moi, c'est l'âge de l'éveil total. Je trouve qu'ils ont des cœurs comme des prairies, des clairières. Voilà, il y a un appel quand même constant à la liberté. C'est pour ça que j'aime les ados et leur intensité. Il faut que j'ai vraiment des temps de retrait du monde. Donc en même temps, j'y suis pleinement dans le cœur palpitant, révolté du monde, et en même temps, il faut que je me retire. D'où aussi le fait que je sois beaucoup venue sur l'île comme une respiration. C'est ces moments de retrait, de silence intérieur, d'aller creuser à l'intérieur de moi, qui ont apaisé, je dirais, beaucoup de violence que je ressentais. Peu à peu, je dirais que quand je suis en nature, je trouve l'apaisement tant souhaité. Je trouve les clairières tant souhaitées à l'intérieur de moi. Donc, est-ce qu'il y a une forme de gratitude immense? Immense d'être en vie. On s'est aussi tellement éloigné d'elle, et je pense que c'est la cause première de nos souffrances. On s'est éloigné de la terre. On a été capable de la massacrer, Donc moi, j'ai quand même un cœur, militant. Mais j'ai choisi de militer peut-être par des actes poétiques. C'est pour ça que je ne me suis jamais peut-être affiliée à des grands mouvements. Ils m'intéressent, c'est clair. J'aurais des points de mire comme ça sur certaines choses auxquelles j'ai adhéré très jeune et où j'ai pas bougé dans mes engagements. Mais j'aime aussi avoir la liberté de ne pas avoir trop d'étiquettes et pouvoir être en contemplation. Voilà, la contemplation comme cause première, quoi. L'idée de femme gardienne de la nature, d'écoféminisme, est-ce que ce sont justement des notions qui te parlent ou est-ce que c'est déjà trop des étiquettes? Non, alors on en parle beaucoup. Elles sont aussi revenues et c'est sans doute pas pour rien que tout ça explose maintenant et qu'on parle de féminin sacré, mais tout était déjà là. Toutes nos ancêtres étaient, je pense, très connectées à tout ça. Elles avaient des savoirs incroyables par rapport à la médecine de la terre. Sur chaque île, j'imagine, sur cette île, il y avait des femmes qui connaissaient les plantes, qui connaissaient les vents, qui connaissaient comment soigner, comment apaiser. Donc potentiellement, on est toutes des gardiennes si on y revient et si on a envie. Cette question du soin, elle est, je crois, aujourd'hui essentielle, vu comme on a abîmé la terre, comme on a été aussi abîmé dans nos histoires de femmes. Voilà, recréons ces cercles de gardiennes, ces cercles de savoir. Mais sur nos terres, je crois que j'insiste avec ça, on est souvent tenté d'aller chercher d'autres types de sagesse. Et chez nous, il y a des histoires déjà incroyables, il y a des savoirs incroyables. Et dans notre histoire européenne, il ne faut pas oublier que les sorcières, alors ce qu'on appelle les sorcières, ont été éradiquées extrêmement violemment dans un génocide qui n'est jamais compté dans les livres d'histoire. Et ces femmes contenaient un savoir immensissime sur notre lien au vivant, à la terre, à la spiritualité, dans l'envie de transmettre et en quête de retrouver ces savoirs liés à la terre. On va revenir sur l'image de la sorcière. Gabrielle Filtoshiba, qui est une romancière québécoise dont les livres sont notamment consacrés à la défense de l'environnement, parle d'un féminisme très maternel. Dans ses livres, elle développe une définition du féminisme rural plutôt qu'écoféminisme.
Elle dit dans un entretien entendu récemment à la radio, « On n'a pas besoin de dépasser les hommes ou de les égaler. Ce qui est important, c'est de tracer ses propres sentiers, de faire ce qu'on aime réellement, vivre en forêt, apprendre à vivre de façon autonome, fendre mon bois, fabriquer des plantes médicinales. J'avais envie de me réapproprier tous ces savoirs, ces pouvoirs-là féminins. Ce rôle de protection de la nature s'inscrit là-dedans aussi, ce rôle de mère qui veille. » Est-ce que cette vision te parle, Julie ? Bien sûr qu'elle me parle. Elle me parle depuis toujours. C'est ça, être autochtone. Autochtone, ça veut dire né de la terre. Donc, voilà, qu'on puisse déjà avoir des connaissances de notre terrain, de nos terres. Ça me paraît essentiel. Là aussi, je disais que j'étais de 2 lignées paysannes, donc je suis sensible à ce qu'elle dit. Après, je suis sensible aussi à des paysannes militantes comme Vandana Shiva, qui en Inde et dans le monde a fait un travail gigantissime. Quelle puissante femme, et quelle puissante femme. Puissions-nous chacune trouver notre puissance et notre lien à ça. Je pense qu'il n'y a pas d'école. Et cette autonomie, oui, j'y crois très fort. J'y crois même de plus en plus. J'ai hérité aussi de certains schémas féminins auxquels je croyais. Je voulais fonder une famille. J'avais envie d'avoir quelque chose de traditionnel. J'avais très envie d'être une femme, je veux dire entre guillemets, normale. Ouais, la vie c'est bien chargé de m'amener sur un tout autre chemin. Mais qu'est-ce que c'est normal ? Alors, bien sûr, mais des fois quand on a des enfances, j'allais dire festives et complètement artistiques et complètement labyrinthiques aussi, voilà, dans certains drames. On a envie d'une espèce de normalité et je comprends maintenant et j'assume maintenant que j'ai un autre type de chemin. Mais peut-être que ça t'a permis d'avoir un lien beaucoup plus direct aussi à tout ce que tu exprimes là, que ce soit le rapport au vivant, au sacré, les rituels. Peut-être que si tu n'avais pas eu ce parcours labyrinthique, comme tu le décris, ce serait plus compliqué. Parce que moi, je pense à des gens qui nous écoutent et qui sont peut-être un petit peu loin de toute ton expérience et ce que tu peux vivre. Et ça peut paraître un peu mystique, un peu étrange. Tu marches beaucoup, tu l'as dit, sur l'île, peut-être de façon plus simple pour ces personnes un peu lointaines de tous tes territoires intérieurs, Julie. Pourquoi, pour toi, c'est important de marcher sur les chemins et dans la forêt porquerolles ? Qu'est-ce que ça peut procurer à quelqu'un qui peut-être n'a pas cette expérience contemplative que tu peux avoir, ce même rapport au vivant, cette envie de ramasser, de collecter? Qu'est-ce que ça peut apporter à n'importe qui? Mais marcher, c'est la vie. Peut-être j'ai des mots spéciaux, mais quand on se met en marche, on se met en mouvement et on commence à dialoguer avec nous-mêmes. Je trouve qu'il y a une langue de tête, ou une langue de cœur que personne ne connaîtra jamais. Mais il y a quelque chose dans le mouvement de la marche, dans le mouvement du corps, qui, comme je le disais tout à l'heure, réitère notre circulation, notre vitalité, notre grand souffle. Je ne peux pas le dire autrement. En fait, marcher, c'est la vie. Voilà. En t'écoutant parler de rituels, de ton rapport au monde et au vivant, on l'a évoqué, l'image de la sorcière, qui est remise à l'honneur d'ailleurs, notamment par l'autrice Mona Chollet, avec son essai « Sorcière, la puissance invaincue des femmes », dans lequel elle affirme que la sorcière peut servir pour les femmes d'aujourd'hui de figure d'une puissance positive, affranchie de toutes les dominations. En quoi elle te parle et... Tu m'as dit qu'on a pu te traiter de sorcière. Comment t'as accueilli ça? Quelle sorcière, celle-là? Oui, il y a toujours une limite entre les fées et les sorcières. Mais j'assume totalement ce côté-là. Enfant, c'était vraiment, je pense, la figure que j'ai préférée avec la femme pirate. Donc, loin de moi, toute princesse à petite robe à fleurs. Pour moi, la sorcière, elle était cette puissance, ce lien aux animaux, ce lien aux herbes, et aussi ce lien à la mort. Elle a une connaissance de la mort et de la vie, puisque c'était aussi des accoucheuses. Donc très vite, moi, j'avais très envie de faire herboriste, j'avais ça dans la tête. Et puis elle était une forme autonome, solitaire, et en même temps heureuse de l'être. Donc j'ai mis long à m'avouer que j'aimais cette part sorcière. Il m'a fallu quelques déboires amoureux et quelques chutes pour me dire, en fait, oui, je suis cette femme, j'aime être seule, j'aime être en lisière, j'aime ne pas tout dire, avoir ces grandes zones d'ombre, et je les célèbre à ma manière. Mais tu n'es pas que ça. Je ne suis pas que ça, non, je ne suis pas que ça. Mais j'aime cette figure de femme à la lisière.
très inspirante. Oui, je trouve que cette question de la lisière, elle rejoint aussi la question de l'île. Quand on est sur une île, j'aime aussi dire quand même qu'ici, on est en Méditerranée, c'est les terres du milieu. C'est tellement joli d'être sur les terres du milieu. Et l'île, c'est ça. C'est une lisière avec le monde, c'est en même temps un monde en soi, un cœur en soi, et un cœur tourné vers le monde. Et elle a aussi cette double posture entière, l'île. Voilà. Et les sorcières, il y en a eu sur des îles. Il y a eu Circé, que j'apprécie, évidemment. Dans l'histoire d'Ulysse, elle me fascinait. Elle est un peu terrifiante aussi, Circé. Mais elle est terrifiante. Mais j'ai aussi des côtés où je peux être terrifiante avec moi-même. On a tous notre propre violence. La sorcière, elle transmute sa violence. Moi, je suis née dans un milieu qui était quand même où il y avait où il y a eu des choses très violentes. Il a fallu que je transmute cette colère. Et j'ai pas fini, j'ai eu toujours beaucoup de colère. Mais c'est le retrait et le silence qui m'ont permis vraiment de guérir. Donc là aussi, je rejoins ce silence guérissant de l'île. Je crois que tu aimes bien aussi le terme d'alchimiste. Voilà, c'est ça. C'est vraiment l'idée de transmutation, d'aller transformer tout ce qui est lourd en quelque chose de beaucoup plus lumineux. Puis c'est un travail incessant. On n'aura jamais terminé dans notre histoire humaine. Et l'île, elle m'a beaucoup aidée à ça. Je trouve elle a ce côté où j'ai reçu tellement d'offrandes là quand on parle de l'île. Je me rappelle de baleines, je me rappelle d'une huppe croisée au bord d'un chemin, je me rappelle de certains cailloux, de fonds que j'ai découverts en étant en bateau. Enfin, tellement de trésors. Et c'est ça l'alchimie, c'est aussi de savoir les voir, de les ramener à l'intérieur, et que peu à peu ils vont guérir nos blessures, ou nos grandes failles. Mais il faut une capacité d'accueil de tout ça quand même. Une porosité, ce dont tu parlais. Tout le monde n'est pas capable de ça. Alors je pense qu'on est vraiment tous capables. Okay. C'est vraiment comment je vais réapprendre à regarder, et puis peut-être comment je veux traverser cette vie. Ça va être si bref. C'est vrai, on n'a pas une très longue vie, en fait. Si on pense aux arbres, ils ont le temps. Je suis piquée par la curiosité de comment je vais pouvoir intégrer à ma vie les deuils que je vais devoir traverser, les douleurs que je vais devoir traverser. Quelque part, alors, je pense que ça, c'est vraiment les femmes aux alentours de mon enfance, de mon adolescence, qui m'ont transmis cet élan, qui peut prendre du temps. Je ne suis pas non plus tout le temps émerveillée. Mais c'est clair que j'ai créé ce sillage. Et j'ai essayé dans ma vie, qui est quand même, j'ai quand même une vie de privilégiée par le travail que j'ai, la vie que j'ai tissée. C'est du travail d'aller vers sa joie. C'est du travail d'aller vers l'émerveillement. Et l'île m'a vraiment aidée à entrer dans ce sillage du merveilleux. Vraiment, je pense que quand je l'ai rencontrée il y a 12 ans, c'est ça, elle m'a remis dans la merveille. Vous voyez, il y a une écrivaine que j'aime beaucoup, qui s'appelle Christiane Singer, qui nous invite à ne pas lâcher le fil de la merveille. Des fois, ce fil, il est tellement ténu. Des fois, j'ai voulu mourir, mais j'ai tenu ce fil. Je pense qu'en tant que femme, on a maintenant cette invitation à chercher notre propre sillage, notre propre sillon. Toi qui sembles l'avoir trouvé, Julie, tu accompagnes des femmes pour ça, notamment, et sur d'autres aspects. Tu organises ce qu'on appelle des cercles de femmes. Comment l'idée t'est venue ? Qui sont les femmes qui participent et en quoi ces ateliers consistent ? Du coup, quand même, j'ai été très proche dans ma vie de certaines femmes, je vais dire tutélaires. J'ai vraiment eu des rencontres qui m'ont soutenue, qui ont veillé, qui ont redit leur amour et leur tendresse. Et ça, je remercie. Maintenant, c'est ce qu'on appelle sororité, mais c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est immense, cette puissance de douceur, de tendresse et de soutien. Et j'espère l'être pour les autres femmes. J'ai mis long, je dirais, à assumer ce rôle. Alors au début, je l'ai eu surtout avec des adolescentes. J'ai traversé aussi des choses très dures et tout d'un coup, j'ai vu que j'avais cette capacité d'accompagnement et cette envie d'être disponible pour accompagner certaines femmes qui venaient à moi. En fait, j'ai jamais cherché. Et du coup, peu à peu, j'ai senti que j'avais envie de me rapprocher des femmes, de les accueillir. Dans quel cadre, comment ça s'est tissé un peu au fur et à mesure de ma vie. Et notamment, il y a 3 ans, j'ai eu un grand deuil affectif qui a vraiment restructuré toute ma vie, qui m'a obligée à faire table rase, vacuité et on recommence. Et j'ai décidé d'ouvrir ma maison de manière un peu particulière.
Donc j'ai commencé à y loger des femmes. Et j'ai vu que c'était vraiment génial de vivre entre femmes et dans nos échanges, dans le... C'est une maisonnée, quoi. C'est vraiment une maisonnée. Du coup, après, je me suis dit, non, mais j'aimerais étendre ça. J'aimerais pouvoir ouvrir des ateliers. Donc, j'ai ouvert des ateliers sur les menstruations conscientes pour les jeunes filles. Et puis, j'ai commencé à faire un cercle. Les cercles, alors on dit des cercles de parole. Camille Sfez, qui est une femme qui fait beaucoup de cercles, elle parle de cercle d'écoute. Et je trouve ça très beau. Je pense que j'avais beaucoup de choses à guérir dans ma parole, qui quelquefois a été violente ou malhabile. En fait, on n'est jamais éduqué à parler. On parle très peu de comment on pose nos mots et comment on peut s'adresser à l'autre. Et j'ai commencé du coup à suivre des cercles qui m'ont vraiment bouleversée, puisque la parole de l'autre venait éclairer certaines zones d'ombre, venait anoblir certaines expériences aussi. Waouh, et j'étais toutes ces autres. Et dans un cercle, et c'est ça la médecine du cercle, on est chacune. Chacune, on va se retrouver dans le témoignage l'une de l'autre. Il n'y a pas d'échange, il y a vraiment des temps d'écoute. Je vois que ça me modifie vraiment grandement, ces cercles. Et je souhaite que toute femme qui ait envie de faire des cercles les fasse. Un cercle, il commence à 3, il y a déjà une écoute à 3. Il y a quelques règles de confidentialité, de non-intervention et de souveraineté qui sont très importantes quand on mène un cercle. Souveraineté, ça veut dire que je reste souveraine. Si par exemple je ne suis pas bien dans un cercle ou je ne suis pas bien dans une situation, retrouver ma souveraineté, c'est oser le dire. Okay. Et même oser partir si je ne suis pas bien. Okay. On ne peut jamais deviner à la place de l'autre. Donc ça ramène, si vous voulez, aussi la souveraineté à une responsabilité de comment j'ai envie d'être femme, qu'est-ce que j'ai envie de déposer. Dans la façon dont tu le décris, moi ça me fait penser, alors ça va peut-être être un peu conceptuel ou intellectualisé pour certains, mais on va l'expliquer, ça me fait penser à la théorie de l'archipel d'Édouard Glissant, ce romancier, poète et philosophe qui a pensé la notion de créolisation et cette théorie de l'archipel, selon laquelle le monde fonctionnerait par une mise en relation et en réseau des différences, en prenant l'exemple des îles, chacune possédant alors c'est le terme qu'il emploie, son identité racine, sa propre histoire, mais portant aussi en elle le potentiel de construire et je mets encore des guillemets, des identités-relations avec les autres îles. Est-ce qu'on peut voir dans tes cercles de femmes une mise en pratique concrète de cette théorie de l'archipel à travers la mise en relation de ces femmes qui seraient un peu comme des îles, constituant une pensée en se mettant en relation, en croisant leurs idées, leurs besoins, leurs projets. J'adhère à la question de l'archipel. Tous nos cœurs sont des îles et se relient. C'est ça qui est merveilleux, vraiment, dans ces cercles de femmes. Et plus on créera ces tissages et ressemblances, plus le monde, je pense, s'apaise. C'est aussi simple que ça. Ouais, je crois très fort à cette notion d'archipel. On sent que tu envisages vraiment le monde comme un cycle. Je t'ai entendu plusieurs fois me dire vie, mort, vie, tout refleurit. Pour aller au bout de notre réflexion sur le corps et le sacré, tu m'as dit « Je souhaite que mes cendres soient dispersées au Grand Saranier ». Pourquoi ce lieu ? Quelle symbolique tu y vois ? Oui, notre vie est circulaire. Je pense que ça, dans notre société, plutôt, on va dire, patriarcale, sur ces derniers siècles, il y a quelque chose d'extrêmement droit qui a été mis en place, comme si on va naître, on va bosser et puis on va mourir. Bon, moi je n'adhère pas trop à cette idée-là. J'aime voir... Pas très joyeux. Non, c'est pas très joyeux. Et puis vraiment le cercle, la question du cercle, elle est splendide. Et cette question de vie, mort, vie, oui, tout refleurit. Et ça prend du temps. Je crois juste aussi des fois qu'on est pressé dans nos résiliences. Je suis pas du tout partisane dans l'idée de faire son deuil. Je pense qu'on peut pas le faire. Je pense qu'on pourra jamais le refaire. Mais il y aura, cette magie du cycle vie, mort, vie, mort, vie. Et vraiment, je me le suis répété comme un mantra. Les fois où j'avais l'impression d'être morte et de plus avoir d'élan, mais je dis, mais oui, la vie, elle est là. Donc c'est vraiment une pensée circulaire. L'île, elle m'a amenée à ça, déjà parce qu'elle forme une espèce de cercle. Alors, elle n'a pas tout à fait une forme de cercle, mais en la longeant par les côtes, il y a quelque chose qui est circulaire. En tout cas, elle est circonscrite. Voilà, elle est circonscrite. Donc, quand je marche, tac, 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 je pense en cercle. Je vis en cercle. Je ne dis pas que je vais me réincarner, mais je dis qu'il y a quelque chose qui est vraiment, ce grand roulement, cette grande roue de la vie. Ici, à Porquerolles, je me suis toujours sentie au plus proche de mon vivant, au plus proche de mon essence.
Pourquoi ce lieu? Je ne sais pas. De nouveau, on a peut-être des lieux qui nous sont prédestinés et qui nous ouvrent le cœur. Et on ne peut plus mentir dans ces lieux. J'ai pu plonger proche du Grand Saranier et je me rappelle avoir ressenti vraiment une ouverture. C'était tellement beau d'être sous l'eau là, que je me suis dit, je veux bien que mes cendres soient là. Je le vois comme ça, j'aimerais bien avoir mes cendres à la mer. J'aime aussi l'idée de l'eau qui parcourt la terre. Tu m'as aussi parlé de ce lien au subtil, aux personnes qui ne sont plus là. Est-ce que tu l'expérimentes à Porquerolles? Et si oui, je pense que à Porquerolles, comme je le disais, c'est un sanctuaire, c'est aussi une île médecine où on peut venir déposer des choses. Moi, je suis arrivée des fois très chargée ici, encombrée, triste, de nouveau, magie de quoi? De l'air, de l'odeur, des hélicrises, de la huppe, des baleines, des dauphins, des ormeaux ou de quelques cailloux. Tout s'ouvre quand je suis là. Donc cette question des subtils qui nous accompagnent, évidemment qu'ils sont ici. Évidemment que je leur parle à l'intérieur de moi. Plus facilement qu'ailleurs ici? Je pense qu'il y a une ouverture ici. J'aime aller au Chevreau. J'ai un petit coin là où je me cale entre 3 cailloux. Et puis j'ai très souvent regardé juste cette ligne infinie. Bien sûr, ils sont là. Ils sont tous là, ils ont respiré l'air qu'on a respiré. Il y a quelque chose qui est magnifique dans notre aventure humaine. Si on était consciente aussi de tous ces héritages, de tous ces gens qui ont travaillé sur cette île, de toute l'histoire de cette île, évidemment qu'ils sont là. Dans un entretien que tu donnais pour une radio, tu disais « C'est le lieu qui est le cœur du monde, de consolation, de rêve de futur ». En quoi les lieux que tu as parcourus t'ont façonné et ont fait de toi la femme que tu es aujourd'hui? J'ai beaucoup de chance d'avoir pu voyager, d'être ouverte au voyage. Et j'aime appeler ça le grand dehors. Vraiment d'être en dehors du monde. Et chaque lieu, je pense, a déposé une empreinte à l'intérieur de moi. J'ai quand même, depuis toute petite, cherché le sacré à peu près dans tous les lieux où j'allais. J'ai adoré visiter des lieux celtiques sur certaines îles, des églises. Et chaque fois, j'ai l'impression que, empreinte après empreinte, ça m'a ramené à ce lieu intérieur que je découvre maintenant. Donc chaque lieu m'a façonné, chaque maison. Et j'aime la question du foyer, j'aime aller chez les gens, voir comment ils habitent. Donc cette question du lieu, elle est aussi reliée à la terre, à qu'est-ce qu'on va essayer de mettre en place en tant qu'humain pour notre bien-être sur la terre. Donc ces lieux, ils m'ont façonné pour créer, je dirais, un immense grand lieu, qui est le lieu de la liberté, qui est le lieu d'un espèce de sillage invisible qui me donne confiance. Et peut-être l'île, elle a condensé tout ça. Le lieu de l'île, il a condensé tout ça. Et maintenant, je sais que je peux faire revivre la sensation de l'île, même quand j'y suis pas. Et ça, c'est son pouvoir magique. C'est-à-dire que je peux être dans un bus bondé à la sortie du travail, il fait tout gris, on est au mois de novembre, et tac, je vais solliciter cet espace qui est à l'intérieur de moi, fait de tous ces espaces, et je me sens de nouveau plus légère, plus libre, ou plus réceptive au monde. Mais c'est incroyable parce que ce pouvoir de convoquer l'île, même quand on n'y est pas, on me l'a pas dit souvent, mais des personnes qui ont vraiment... on sent un attachement viscéral, presque organique avec ces territoires. Alors en l'occurrence, c'est une Levantine qui me l'a dit, mais qui m'a décrit... Alors, pas la situation du bus, mais elle me disait, voilà, quand je suis à Paris, sur ma terrasse, l'île est là toujours et je suis capable de la convoquer à n'importe quel moment. C'est quand même dingue. Oui, et de la convoquer pour tous les temps. C'est-à-dire, comme je disais, l'île, elle est enseignante, elle est transmettrice. Si on est au Chevreau, un jour de grand vent, on n'est pas dans la petite douceur porquerolloise où on est tout nu dans l'eau. Donc, elle vient aussi me chercher là-dedans, dans la puissance d'accueil qu'elle a, autant des lumières que des tempêtes. Voilà, je vais le dire comme ça. Je pense aussi qu'il y a des lieux qui nous ravivent, des espaces qui sont sacrés, qui seront différents pour chacun. Et puis, je sais que moi, j'ai trouvé le mien. En même temps, Porquerolles, ça semble un lieu facile pour ça. Tu crois pas? Enfin, tout le monde n'a pas accès à un lieu comme Porquerolles. Évidemment que l'île est exemplaire par sa beauté, par sa protection. C'est donc un privilège de s'y rendre et je me rends bien compte que je suis privilégiée. Après, par exemple, le lieu où je travaille n'est pas forcément une classe d'école, n'est pas forcément un lieu de beauté et je pense que je m'y relie aussi. En fait, le vrai lieu,
il est dans le cœur. C'est notre cœur qui est cette île. Du coup, ici, je suis aidée, mais je vais pouvoir y avoir accès partout. Et évidemment que, enfin, je sais pas, j'ai toujours été sensible. Par exemple, j'ai voyagé au Japon. Au Japon, il y a des endroits qui sont horriblement laids, mais vraiment horriblement laids, de béton, de fils électriques. Et ils vont avoir presque l'espièglerie de mettre un microscopique petit temple pour les ancêtres au milieu de ce béton. Alors ça, j'adore. Donc oui, je suis sensible à Porquerolles et sa beauté qui évidemment me propulse, mais je serai sensible à tous les petits lieux où cette magie peut opérer. Elle opère des fois dans un regard même. Un regard peut être un lieu. Elle opère dans une couleur, elle opère dans une lumière qui tombe sur quelque chose. J'ai l'image là qui me vient, alors je vais la donner, de Etty Ilezoum. C'est une femme qui a vécu dans les camps et qui lisait de la poésie dans les camps. Ça a été une des femmes que j'ai vraiment admirée adolescente. J'ai adoré ses journaux, je la trouvais truculente. Elle parlait du corps, de la sexualité, et puis en même temps de la reliance sacrée. Et elle lisait de la poésie, partout. Elle est au comble de l'horreur et elle lit de la poésie. Donc voilà, de nouveau, je pense que, évidemment, ici, c'est ouvert, c'est facile, c'est donné. Ça nous est donné. Mais je pense que je saurais le trouver autrement et que c'est toujours possible de le trouver autrement. Quels sont tes champs de création ? Comment tu qualifierais ton travail ? Et est-ce que l'île est une source d'inspiration directe dans ton travail artistique ? Alors, comment je qualifierais mon travail ? Être artiste était un prétexte pour être libre. Je crois que c'est surtout ça. Et de pouvoir faire des tas de petites choses. Donc, j'ai énormément dessiné et ça a été ma médecine personnelle, clairement, depuis l'enfance. Comme je le disais, ça formait comme une île à l'intérieur de moi, une île de silence, de concentration. Ça a perduré durant l'adolescence. J'ai eu une adolescence assez mouvementée et le dessin était vraiment comme un phare, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. C'était vraiment, en même temps, l'espace exutoire et lumineux. Donc après, j'ai suivi cette voie artistique, j'ai fait des expositions. J'ai toujours dessiné des sortes de rêves ou d'exploration comme ça dans l'espace. Des personnages un peu hybrides, voilà, tu m'as partagé. Des personnages un peu hybrides. Et puis, en fait, il y a quelque chose qui, au fur et à mesure du temps, s'est plus tourné vers la géographie. De dessiner des cartes sensibles, d'inventer des sortes de mondes. J'ai toujours adoré la géographie. J'aime aussi la notion de géopoétique, où l'espace peut devenir une poésie. Donc là, l'île, elle m'a carrément, vraiment nourrie. J'ai beaucoup dessiné en étant là, beaucoup dessiné l'été, beaucoup dessiné avec les enfants, j'ai dessiné sur des écorces, j'ai dessiné sur des cailloux. Je me laisse parcourir, voilà, ce qui vient. Je crois que la créativité, c'est vrai qu'on en a peu parlé, mais elle est aussi le lieu à partir duquel on peut essaimer notre vitalité. Mais elle peut prendre de multiples formes. Et moi, j'ai plus envie d'être enfermée dans quelque chose. C'est ce qu'on sent, vraiment. Ouais, vraiment. Et du coup, j'exposais régulièrement, j'ai tout lâché, j'ai plus du tout envie de vendre les dessins. Je veux vraiment me sentir dans une forme de création libre. J'ai jamais eu besoin d'être artiste et pour en vivre. J'ai pris une autre décision en étant enseignante. Et clairement, je pense que c'est une posture qui me convient mieux. Puisqu'il n'y a pas le rapport, je dirais, d'argent, donc il y a quelque chose qui est fluide, et autant je peux avoir, j'ai pas envie d'écrire, donc je vais écrire 3 mois. Ça te laisse plus de champs ouverts ? C'est ça, c'est vraiment, je m'explore. Tu rentres pas dans une case, quoi. Je peine à rentrer dans une case, ou alors je vais m'ennuyer, ou je suis déjà plus dans cette case quand la case vient. Je sais pas comment dire, mais ouais, j'aime être une espèce d'exploratrice, voilà, d'explorer le vivant. Et l'art est juste merveilleux à transmettre. Donc j'ai aussi une forme de transmission qui n'est pas tout à fait, on va dire, technique. Je m'ennuie très vite à transmettre de la technique. On imagine le cours de dessin où je vais présenter les couleurs, c'est pas du tout ça. Je vais vraiment inviter chaque étudiant ou chaque femme que j'accompagne, puisque je fais des accompagnements aussi maintenant créatifs, individuels, à aller là où il y a son désir, là où il y a, ou peut-être là où ça fait mal. Donc vraiment... penser l'art comme une médecine première. D'ailleurs, tous les peuples l'utilisaient comme ça. Et l'île, elle m'a vraiment réouvert à chaque fois.
chaque été, de nouveau de manière spontanée. Le fait d'avoir des enfants aussi, parce qu'eux, ils se posent pas la question de catégorie, et tant mieux. Hein. Je veux dire, ils chantent, ils dansent. Donc, j'ai beaucoup été, en tant que femme, peut-être je vais ajouter ça, alors d'être créatrice, autonome, indépendante, hyper important, mais le fait d'être mère, j'ai aussi décidé de le faire complètement. Quelquefois, le fait d'être mère, on dit quoi, t'es mère au foyer? Mais en fait, c'est merveilleux ce travail silencieux. Si on le prend à un degré, voilà, vraiment qu'on va transmettre quelque chose, merveilleux de faire la cuisine, merveilleux de faire un bouquet. Et là aussi, c'est de l'art. C'est des choses extrêmement simples, mais voilà, je peine avec les catégories, comme je peine à faire, par exemple, un site internet, parce que ça va me figer. Et tout le monde dit, mais pourquoi tu fais pas un site? J'ai peur que ça me fige. Je veux rester cette exploratrice, ouais, cette île mouvante, quoi. Il y a quelque chose qui est mouvant, et je veux pouvoir être à l'aise dans mes propres saisons. Sur cette question de la transmission, tu enseignes les arts visuels, on l'a dit, tu as 2 garçons, tu te qualifies d'héritière et de passeuse. Que ce soit à tes étudiants ou à tes fils, qu'est-ce que tu t'attaches à leur transmettre? Ce grand désir de vivre, voilà, et qui trouvent leur cheminement. J'ai pas beaucoup d'attentes, si ce n'est que l'étincelle, la petite étincelle soit rallumée, quoi, au cœur des tempêtes que certains adolescents vivent, par exemple. Comment les faire? Je parlais du fil de la merveille, mais c'est ça, j'enseigne juste pour ça. Il y a une tendance des fois à penser qu'on s'est fait tout seul. Je déteste cette pensée comme ça. Peut-être c'est le rêve américain, cette grande pensée, je me suis fait tout seul. Mais non, il y a des milliers de lignées, il y a des milliers de tissages. Comment tu vas recrocher à donner sens à ce que tu fais? C'est ça, c'est la question du sens. Et le sens, il peut être qu'à l'intérieur de nous. Qu'ils aient pas peur, je sais pas, là j'ai une étudiante qui veut devenir bergère. Évidemment que peut-être que les parents, ils font une drôle de tête. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle fait des études. Mais qu'elle y aille. J'ai pas d'attente, et à mes garçons, j'ai pas d'autres attentes. J'ai pas envie qu'ils fassent carrière. En fait, cette question du choix, je trouve qu'on se sent vite prisonnier, vite catégorisé. Sur cette idée du chemin qu'il faut parfois avoir le courage de prendre pour être libre, la question des choix, pour tracer le chemin de son éclosion en tant que femme notamment, à quoi ressemble ton chemin d'éclosion? De quoi est-ce qu'il est bordé? Et bon, j'ai aussi ma réponse, mais est-ce que Lille fait partie de ce chemin? Tellement, tellement. Il faut tellement de courage, hein. On oublie le courage pour être soi-même. Je pense pas que ça passe par des coachings XY. C'est vraiment waouh, pas à pas, quoi. Et évidemment que Lille m'a donné envie d'être moi-même. Quand je suis arrivée sur l'île, je m'étais éloignée de moi-même. Et le fait que je puisse tout d'un coup me ressentir très proche de celle que je suis, mais au plus profond de moi, waouh! Donc, de nouveau, réitérer, revenir, refaire ce cheminement. Et moi, j'ai tout ce chemin vraiment droit, quoi. Et il y a beaucoup de choses au bord de ce chemin. J'ai eu beaucoup de compagnons, beaucoup de compagnes de route, on va dire ça comme ça aussi. Ici où je parle du courage, c'est qu'il m'a été donné par tous ces gens qui, quand j'étais vraiment... par exemple, quand j'ai appris la maladie de mon fils, on peut imaginer que j'en menais vraiment pas large. Mais ce qui m'a sauvée, c'était de voir tous ces gens dire « Allez, viens, continue, on y va. » Et j'espère ce chemin, comment je pourrais dire, bordé de fleurs et d'éclosions dont j'ai même pas encore idée. En fait, c'est ça. Je pense que d'être en chemin, c'est accueillir ce qui se présente au mieux avec nos possibilités. J'aime aussi juste dire ça, c'est que le mot courage vient du mot cœur. Donc, comment j'imagine les bords du chemin, c'est à la lisière du cœur insulaire. Voilà. Est-ce que, Julie, tu as vécu des histoires d'amour à Porquerolles? J'ai vécu une histoire d'amour à Porquerolles, pas avec un porquerolais, mais oui, j'ai vécu une grande histoire et je pense que l'île, c'est vraiment tissé à notre histoire. On descendait souvent. Alors, pour la petite histoire, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en Suisse. Et puis, voilà, on s'aimait bien, mais on était quand même très différents l'un de l'autre. Et un jour, c'était l'été, je vois mon fils on était à Porquerolles, du coup, j'étais seule avec mes 2 fils ici. Et je vois un de mes fils qui accourt comme ça dans la maison et qui dit « Mais j'ai vu l'homme qui était déjà venu à la maison. » Et moi, je me dis « Il est venu
me chercher ici, mais c'est trop magnifique. Donc, t'as tout de suite pensé. J'ai tout de suite pensé que c'était lui, et je me suis dit, là, tu me connais bien parce que ça ressemble à un joli conte de fées. Le conte s'est fini pas tout à fait comme un conte de fées, mais on a eu cette histoire, vraiment aussi qui a duré longtemps. Qui a duré 8 ans. Et on est beaucoup venus là ensemble, on s'est beaucoup baignés. Ça faisait vraiment partie de notre histoire et du partage du cœur, quoi, d'être là. Et on est venus aussi en hiver, juste marcher sur des plages en silence. Je pense que c'est un lieu qu'on a vraiment partagé. J'ai craint de ne pas pouvoir y revenir quand cette personne est partie. Et pas du tout. Quand je suis arrivée là, ça a eu un effet extrêmement guérissant. Est-ce qu'avant d'évoquer le chemin de guérison, parce que c'est quelque chose que je veux explorer avec toi, mais tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais si ça remue pas trop de choses pour toi, mais vivre une histoire d'amour sur cette île, ça paraît être quelque chose de merveilleux. Quel cadeau. Idyllique. Est-ce que ça colore d'une certaine façon ? Ça a coloré, je crois que l'île, elle a coloré notre rapport au corps aussi, où on était très libre. De nouveau, on a passé des heures dehors. Moi, je suis vraiment fervente d'être 24 heures, quasi 24 heures sur 24 dehors quand je suis ici en été. Donc, des grands pique-niques à la nuit tombée, rester aussi sur la plage. J'ai une image comme ça de caresses qui vont au gré de la houle. Quelque chose qui est vraiment très beau, où le paysage porte nos corps, en fait. Et vient ouvrir des espaces. Et je ne parle pas que de sexualité, je parle aussi de tendresse, de lien. C'est tellement subtil, une histoire d'amour, où elle va se loger dans chacune de nos cellules. L'île, je pense qu'elle nous a vraiment portés tous les deux. On a beaucoup dessiné aussi ici, écrit. Oui, tout était très tissé dans cette histoire d'amour. Très tissé, ouais. On a eu aussi quelque chose peut-être de trop fusionnel, je sais pas. C'est comme ça. C'était un créatif aussi ? Oui. Ouais. Voilà, vraiment, l'île, elle nous a vraiment amenés dans une exploration vraiment nouvelle, je dirais, des corps. En ville, on n'aurait pas eu des corps aussi... Sauvages, premiers, voilà. Sans forcément 10 000 définitions. Une mise à nu dans l'histoire, quoi. Et j'ai eu très peur, que cette union, qui a fini en désunion, teinte mon regard amoureux de l'île. Alors j'ai décidé de faire une chose un peu particulière. C'est que je me suis dit que, en fait, j'allais me marier sur l'île. Et j'allais me marier avec moi-même. J'ai créé, il y a 2 ans, une célébration de mariage pour moi-même, dans l'eau, dans la mer. Et j'ai adoré faire cette célébration incongrue. J'avais 2 témoins. Ouais. Et la mer comme témoin. C'est déjà pas mal. Et tous ses habitants. Et tous ces habitants, des poulpes, des ormeaux. Oui, mais en fait, loin de moi, l'idée de la petite sirène, c'était. Je suis très attirée par une figure de Marie-Madeleine, qui est vraiment l'archétype de la femme sauvage, avec ses immenses cheveux, ses pieds nus. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais me marier avec moi-même le jour de la Sainte Marie-Madeleine, donc en juillet. Et du coup, c'était très touchant de faire ça pour soi. De dire, ok, maintenant, l'île, elle m'invite à un mariage encore plus profond. Et peut-être qu'un jour, je me marierai avec un homme sur cette île, on verra, qui sait. Mais c'est vrai que cet auto-mariage, de dire, ok, en fait, ce territoire sera traversé par plein d'histoires, mais il n'a pas à être teinté de ça. On est des passagers, il ne faut pas l'oublier. Donc je me suis mariée à Porquerolles avec moi-même. C'était assez drôle. On peut imaginer, c'était très ritualisé ou pas ? En fait, j'avais très envie J'ai aimé l'idée que Marie-Madeleine faisait des baptêmes par immersion, comme ça se faisait avant ou comme ça se fait encore chez les orthodoxes, où on immerge l'enfant sous l'eau. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais faire aussi cet auto-baptême, n'étant pas baptisée, autant me marier et communier avec le monde d'un coup. C'était pas très ritualisé. J'avais fait des fleurs, j'avais fait une couronne de fleurs, une petite offrande pour la mère, et puis j'avais choisi une petite bague que je porte aujourd'hui. T'étais habillée d'une certaine façon ? J'étais en robe et je suis rentrée dans la mer avec une robe, mais une robe très simple. Donc on entend que cette histoire, aussi belle et forte soit-elle, elle pouvait pas venir abîmer ton lien avec l'île. Non, ni avec le monde d'ailleurs.
C'est aussi une décision. Évidemment, alors, je vais jamais être partisane que ça m'a rendue plus forte. Je déteste cette phrase. Ça m'a rendue plus vivante, plus sensible, encore plus poreuse. Et quel rôle Lille a joué dans ton chemin de guérison ? De nouveau, une consolation quasi directe par les beautés rencontrées. En fait, j'attends rien quand je viens là, et c'est peut-être pour ça qu'elle guérit. J'ai pas d'attente. Et j'arrive et je reçois. Et je trouve qu'elle offre aussi une myriade de paysages tellement différents. Voilà, et ça a été de reprendre les chemins, puis de me dire, mais en fait, ces chemins, rien les a changés. C'est toujours des chemins. Je reprends les petites sentes que j'ai l'habitude de prendre. Je recroise un arbre que j'ai aimé, que j'observe depuis quelques années. J'ai beaucoup été à la Calanque des Morts avec cet homme, et là-bas, on avait eu des visions de poissons assez incroyables qu'on s'était partagées. On s'était dit, waouh, c'est tellement beau. Du coup, c'était peut-être un des endroits les plus délicats où retourner. Et pourtant, j'y ai été. Je veux dire, je connaissais cette plage. J'y retourne, je fais un petit tour à pied autour de la plage. Et là, je découvre une petite grotte que je n'avais absolument jamais vue. Du coup, je me suis sentie de nouveau, mais complètement tellement accueillie, une sorte de grotte du cœur, quoi. Donc, je me suis mis nue, j'ai été dans cette grotte. Puis, je suis restée un long moment à recevoir le ressac, qui était un jour très doux. Je pense que voilà, à nouveau, la puissance de l'eau, du sel, la grande mémoire de la mer, de nos larmes, tout ça, c'est tissé et ça guérit. Je sais pas si c'est l'île qui guérit, mais c'est un grand ça, quoi. C'est un grand... Je l'appelle pas Dieu parce que j'arrive pas à dire ce mot, mais... Ouais, je sais pas, le monde guérit, quoi. Ou l'île guérit, par elle-même. Est-ce que ta relation avec l'île, elle est constamment apaisée ? Je crois oui, maintenant, oui. Après, de nouveau, je suis une étrangère, j'y ai pas vécu, j'ai évidemment tissé des liens, mais c'est plutôt des liens plutôt distants que j'entretiens pas forcément quand je suis en Suisse, que j'entretiens quand je suis là. Donc on va dire des liens de présent. Et puis après, j'aimerais qu'on puisse tellement la respecter. J'imaginais, voilà, qu'est-ce que ça devait être il y a 200 ans, cette île. Waouh. Voilà, comment ne pas la piétiner. Donc, moi, il est apaisé. Mais de nouveau, j'ai pas de liens familiaux, affectifs. J'ai pas de maison ici. Est-ce que justement, t'imaginerais pouvoir y vivre toujours à temps plein ici ou pas ? J'adorerais, je crois, en partie. J'adorerais parce que je suis créative. Et je pense que du coup... comment dire, je suis en auto-circulation tout le temps, quoi. Enfin, je pense que si on a cette connexion-là, je m'ennuie jamais. Mais comme je ne m'ennuie jamais quand je suis chez moi, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose qui m'intéresse, qui m'interpelle. En même temps, tu es quand même très en relation avec les autres. Alors, je suis très en relation avec la communauté, mais je vieillis aussi. Et je sens que... J'ai des moments où voilà, j'aimerais bien une fois, ce serait mon rêve pour mes 50 ans, de me retirer et de passer 6 mois ici pour voir qu'est-ce que c'est en fait, comment ça se joue. Pour prendre l'image de la chambre à soie de Virginia Woolf, ce lieu à toi pour créer, est-ce que tu l'as trouvé ? Et si oui, où il se trouve ? Je me rappelle avoir lu Virginia, je pense que j'avais 18 ans. J'ai pas tout compris, mais cette histoire de chambre à soie, alors ça m'avait été quand même un peu amené par ma mère, par les femmes avant, qui avaient toujours légitimé cette posture de femme indépendante. Ma mère, elle parlait aussi beaucoup d'avoir son propre salaire, ce qui des fois m'a heurtée. Des fois, j'avais toujours l'impression que je devais être une sacrée guerrière et de devoir m'assumer, ce que pour finir, j'ai fait. Donc ça, mon indépendance, en tout cas, je vais dire matérielle, je l'avais. Et intérieurement, je pense que cette chambre à soie, c'est une île à soie à l'intérieur, comme je le disais tout à l'heure. C'est vraiment cette île invisible qui s'est créée à l'intérieur de moi par le dessin, par la méfiance dans les adultes. Adolescente, ça a continué. Et puis, j'ai jamais quitté cette chambre à soie, je crois. Donc, j'y reviens. Et pour moi, c'est plus lié à vraiment une sensation. Je sais très bien quand je suis... dans ta chambre à toi ? Dans ma chambre à moi. Après, j'ai eu besoin matériellement d'avoir toujours un espace. Donc ça, j'ai aussi toujours gardé une chambre
qui était fermé. Après, j'ai eu un atelier que j'ai construit dans mon jardin, un tout petit atelier. J'avais interdit à quiconque de venir. Ça, c'est la période où mon fils était malade, où il fallait absolument que j'ai cet endroit pour toi. Maintenant, avec le temps, elle est vraiment à l'intérieur. Ouais. C'est très et beau. Elle ressemble un peu à Porquerolles, cette chambre à soi. Ton île intérieure. Quelles sont aujourd'hui les personnalités féminines qui t'inspirent ? Toutes ces femmes, quoi. Anonymes d'abord. Il y a beaucoup de silence, en fait, encore dans nos parcours féminins. Moi, j'aime discuter avec toutes les femmes que je rencontre. Déjà, je trouve que chacune a souvent un parcours de résilience. Juste sur cette question des silences, tu veux dire qu'il y a beaucoup de récits manquants féminins encore ? Beaucoup de récits manquants. Beaucoup de silenciation. Où tu n'as pas pu prendre la parole. Où il y a des milliers de femmes qui n'ont jamais pu prendre la parole. Et alors, ça bouge chez nous, évidemment. Après, il reste tellement de travail à faire pour que chacune puisse avoir le respect de son histoire, ses choix, ses engagements. Donc j'essaye d'être sensible à tout ça. La classe, par exemple, je vais prendre cet exemple, dans une classe, on a toujours la fille qui ne dira rien. C'est souvent vers ces élèves-là que je vais. Donc moi, j'ai eu aussi besoin d'avoir des femmes qui me redonnaient la parole. Quand j'étais en deuil, il y a des femmes qui m'ont aidée à transformer ce mot deuil en seuil. Donc tout au long de ma vie, je crois que j'ai fait des rencontres de femmes importantes. Après, je peux en citer quelques-unes. Une femme qui m'a beaucoup aidée, c'est une femme qui s'appelle Céline Tadiotto, qui a beaucoup écrit sur la transgénéalogie, donc l'enseignement de nos lignées et de nos ancêtres. Je lui dois beaucoup. Une autre femme qui écrit, qui est poétesse, artiste et ritualiste, qui s'appelle Séverine Perron. Elle est poète aussi, et j'ai reçu beaucoup d'enseignements de sa part. Le pire quand je fais ça, c'est que je vais en oublier plein. Alors on s'excuse d'avance. Il y a toutes les étudiantes qui arrivent avec leur vitalité et qui chaque fois relancent la mienne en tant que femme. Il y a les femmes qui m'ont fait confiance pour venir au cercle. Il y a mes différentes mères, il y a mes amis. Voilà, ça forme quelque chose de très grand. Et puis après, dans les grandes figures, Vandana Shiva est quand même très très importante pour moi. Des gens comme Lorraine Bastide qui ont donné la parole à énormément de femmes. Créatrice de la poudre, de la folie douce maintenant. Et de folie douce. Toutes ces voix, toutes ces femmes. Mais il y en a tellement, en fait. Il y en a tellement. On est vraiment un archipel complet. Une femme que j'ai beaucoup admirée aussi, c'est Jamie Sams, qui est une femme qui a collecté les récits autochtones avec beaucoup, beaucoup de ténacité. En fait, ce que j'admire, c'est cette ténacité. J'ai beaucoup de femmes. On est à l'heure où les abus commencent à sortir, où cette parole est libérée. Voilà, je crois que j'admire toutes ces femmes qui osent quitter la silenciation, entrer dans la parole. Je t'ai pas demandé, mais tu te qualifies de féministe ou pas ? Encore une catégorie. Je sais que t'aimes pas les étiquettes. Je suis née femme, là, alors je suis née femme. Évidemment, et puis en même temps, quel féminisme ? Bien sûr que je suis féministe. C'est évident. Mais voilà, de quelle école et de quel courant En fait, voilà, je suis une femme de la terre, je suis une humaine. Je vais déjà essayer de l'être le plus dignement possible. Mais évidemment que j'ai des révoltes immenses. Évidemment qu'il y a beaucoup d'inacceptables. Vraiment, encore beaucoup, 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 beaucoup. Et par rapport à ça, je veux dire, je pense que l'engagement dans les cercles de femmes, pour moi, c'est déjà un premier pas. Voilà, de comment, parmi des femmes, j'ose reprendre ma parole. Donc, comment on peut recréer aussi des espaces sécurisés. On va finir avec une question un peu plus légère. Si Porquerolles était une femme, quel genre de femme ce serait ? Quelle serait sa personnalité ? Quelle femme intrigante, jamais cernable. Douce et espiègle. Une forme de rudesse quand il faut. Une femme libre, mais à nouveau, je dirais secrète. Vraiment, je la percevais comme une femme secrète. Incernable. Je la pense là, mais elle est déjà plus là. Et généreuse. Généreuse. Je l'espère tolérante avec chacun d'entre nous. Et un cœur ouvert au vent du changement.
On a très envie de la rencontrer. Pour terminer, Julie, en amont de l'entretien, tu m'as partagé un texte magnifique de Jeanne Benhamer qui s'intitule « Notre nom est une île », paru en 2011 aux éditions Bruno Doucet. Est-ce que tu pourrais nous en lire un extrait, s'il te plaît ? Oui, je vais lire plusieurs petits extraits de ce texte qui est comme une sorte de long poème sans ponctuation. Nous avons gravé notre nom sur les feuilles, le bois, la table, les portes des maisons. Nous avons gravé notre nom dans la veille des arbres, tournant le dos pour oublier le soir. Nous avons cheminé de l'écorce à la nuit. La mémoire s'est enchevêtrée au lait de haute mer. Large place palpitante d'oubli, l'océan reviendra-t-il ? Nous avons appris à tracer dans le sable, lentement, la venue du nom qui n'a pas de lumière, en silence. Dans nos cœurs, les paroles du monde. Tout le sel de la mer n'a pas suffi à nos poitrines. Le bleu du ciel est entré et souffle entre nos côtes. Quand nous ne marcherons plus, nous volerons. Nous inscrivons notre nom dans tout ce qui passe, bribes, parcelles, miracles, rompus, recréés à chaque lettre. Nous inscrivons notre nom dans les poitrines, au creux des souffles que nous ne connaîtrons jamais. Notre nom est une île, au voyage sans fin, par chaque bouche reliée, au cœur d'un autre nom, porté par l'océan, le souffle du désert, le cri du nouveau-né. Nous sommes archipel, infini dans le temps. Magnifique texte, et puis qui termine sur cette phrase « Nous sommes archipel, infini dans le temps ». Qu'est-ce que ça t'inspire, ce texte, Julie ? Que nous sommes infinis, que rien ne nous arrête, que nous puissions trouver vraiment à l'intérieur de nous ces îlots de paix, d'apaisement, comme Porquerolles nous l'amène, mais ça pourrait être d'autres îlots, des îlots infinis, et relions-nous les uns les autres comme un archipel. Merci beaucoup, Julie, merci infiniment. Merci à toi. Pour découvrir les portraits des femmes interrogées dans cette série, rendez-vous sur le site fragileporquerolles.com ou sur le compte Instagram de Fragile Porquerolles. Et pour ceux qui auront la chance de se rendre à Hyères ou dans ces îles cet été, la série fait l'objet d'une exposition photo et son à Porquerolles, au Fort Sainte-Agathe, et elle se déploie sous forme de cartes postales distribuées sur tout le territoire hyérois. Un jeu de piste y est associé avec une énigme à résoudre qui vous permettra peut-être de remporter un tirage photo de Porquerolles signé par Bernard Pess et des entrées pour la Fondation Carmignac, le Fort Sainte-Agathe et le Fort du Prado. Pour participer, vous trouverez plus d'informations sur le compte Instagram de Fragile Porquerolles. À très vite.